RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RMC, vous le savez, le dimanche matin et sur 01 TV, De quoi je me mail, à la radio et à la télé tous les week-ends. Merci d'être avec nous avec un De quoi je me mail étonnant. Tout à l'heure, on vous fera découvrir une nouvelle forme de loisir, c'est la simulation d'objets volants. Alors ça peut être l'A320, ça peut être un hélicoptère, ça peut être aussi un avion de chasse. Comment ça marche cette simulation ? Est-ce qu'on se croit vraiment dans ce type d'appareil ? Combien ça coûte ? Et quelle est la technologie derrière tout ça ? On en parlera avec mon invité Thomas Gasser, qui est le président d'Aviasim, qui est une boîte qui a des simulateurs un peu partout en France. Je vous rappelle aussi que vous pouvez à tout moment réagir au contenu de quoi je mail avec le hashtag DQJMM, la page Facebook qui vous attend. N'hésitez pas à nous rejoindre comme chaque semaine et partager votre passion envers les nouvelles technologies. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mail donc, vous le savez, aussi sur les box, sur 01 TV. Vous pouvez nous retrouver à la fois sur les box SFR avec une nouvelle numérotation depuis quelques jours. Tiens, nous sommes sur la chaîne 32 si vous avez une box SFR, mais aussi chez Orange, sur Freebox et sur FranceSat. Et pour débuter donc ce De quoi je me mail, eh bien c'est le club de la presse IT avec Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com. J'ai failli dire 01.net. Ah non, pas toi. Et là non, pas non. Franchement, parce que vous êtes certains, oui. Quelques-uns à dire 01.net, et c'est pas comme ça qu'on dit, c'est 01net.com. Jean-Sébastien, l'actu de la semaine, on va commencer par Apple, parce qu'on a beaucoup d'actualités concernant Apple, pas produits, mais notamment financières, oui. ou liées aux lois, et on va commencer par ce record. L'App Store aurait généré plus de 500 milliards de dollars. Oui, c'est une étude qui a été commandée par Apple à un cabinet d'analyse qui s'appelle Analysis Group, qui a fait une étude, alors indépendante mais commandée par Apple. Et effectivement, selon cette étude, l'App Store aurait généré 519 milliards de dollars depuis sa création. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces 519 milliards de dollars, 413 milliards seraient des biens et des services. Parce que grâce à ces applications, on peut acheter des objets chez Amazon depuis l'appli Amazon, on peut acheter des courses chez Uber, etc. Donc, ce ne sont pas que des applis. Non, ce ne sont pas que des applis ou que des services ou des abonnements, c'est qu'est-ce que on a pu acheter au global grâce à l'écosystème d'applications d'Apple. On compte dans ce chiffre-là, par exemple, l'installation de l'appli Amazon qui nous permet d'acheter des choses. Exactement, voilà. Donc si vous dépensez $1000 dans l'année sur Amazon, eh bien ces $1000 sont comptabilisés dans ces chiffres-là. Quelle révolution quand même, ces applis. C'est un canal de distribution en fait complètement complémentaire des magasins physiques, on va dire. Il faut savoir que Steve Jobs était contre au départ. Oui, tout à fait. Quand l'iPhone a été lancé, il ne voulait pas de magasin d'applications. Il ne voulait pas d'applications, il voulait seulement des web apps, comme on dit, qu'on pouvait installer. C'était des raccourcis vers des sites en fait qu'on installait sur l'écran d'accueil. Donc, après, les ingénieurs ont réussi à le convaincre, il a changé d'avis. Ça a été quand même la meilleure idée, je pense, d'iOS depuis sa création. Tiens, justement, puisqu'on parle de l'App Store, c'est l'Union européenne qui ouvre une enquête pour pratiques anticoncurrentielles contre Apple, parce que évidemment, il y a des parties un peu plus sombres liées à l'App Store. Alors effectivement, c'est pas par hasard que cette étude sort cette semaine, puisque on voit que Apple essaye de dire justement que ça a une activité bénéfique en fait à l'économie, mais c'est pas l'avis de la Commission européenne et notamment de Margrethe Vestager, qui est la commissaire européenne chargée de la concurrence. Elle a annoncé mardi que 2 enquêtes étaient ouvertes pour pratiques anticoncurrentielles contre Apple. Et en fait, ces deux enquêtes font suite à 2 plaintes qui ont été déposées contre Apple. La première, vous vous en souvenez, c'est Spotify qui avait déposé une plainte l'année dernière en disant justement nous, on ne veut plus payer les 30% de commission sur nos abonnements quand on vend un abonnement à notre service directement depuis l'application. C'est abusif pour nous. Si on veut faire le même chiffre d'affaires, on est obligé d'augmenter de 30% l'abonnement. Donc personne va s'abonner. Voilà, personne va s'abonner comme ça. La deuxième plainte, c'est celle de Kobo. Vous savez, Kobo qui vend des livres électroniques, notamment en France
avec la Fnac. C'est une filiale de C'est un peu Rakuten. le concurrent de Kindle, d'Amazon. Exactement, voilà. C'est une filiale de Rakuten, ce grand groupe japonais qui a d'autres sites d'e-commerce. Et Kobo, en fait, dénonce la même chose, tout simplement, en disant, nous, on veut pas que les 30% soient prélevés sur les applications, sur les livres, et c'est abusif à leur sens. En fait, c'est vraiment, on voit, comment dire, que en plus Apple joue un peu un double jeu parce qu'il y a certains services, par exemple de SVOD, Netflix, on peut s'abonner complètement en dehors de l'App Store, et Netflix d'ailleurs ne propose plus d'abonnement dans l'App Store parce que elle ne veut plus. Et donc là, Apple ne touche rien en fait. Apple ne touche pas rien, les 30%. voilà. Mais Apple veut bien que ça se fasse. Ouais. Donc ferme les yeux sur Netflix. Voilà, donc on voit que c'est un petit peu un double jeu entre certains acteurs qui pèsent beaucoup et d'autres qui pèsent un peu moins. Et c'est là peut-être le problème, c'est qu'il faudrait que... Alors bon, c'est vrai que cette posture est discutable, Tout à fait. parce que d'un côté, on peut comprendre à la fois Apple qui dit, écoutez, grâce à nous, peut-être que Spotify n'aurait jamais autant fonctionné. Voilà, vous avez accès à des milliards d'utilisateurs, 1,5 milliard, je crois. On vous a donné une fenêtre de visibilité que vous n'auriez jamais eue. Exactement. Certes. Ouais. Donc, en l'occurrence, pour cet échange-là, enfin pour ce bénéfice-là, on vous prend 30%. C'est ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que 30% sur le chiffre d'affaires d'un Spotify, c'est quand même énorme. C'est énorme, on a intérêt à faire une marge monumentale pour arriver à tirer un bénéfice de son abonnement avec 30% de commission. On verra comment justement la Commission européenne tranche là-dessus. Tout à fait, ça va être intéressant. C'est un sujet délicat. Oui. Et en plus, il y a une loi qui est en cours d'élaboration au niveau européen pour justement réguler tout le marché de ces géants de la tech. Et alors, le problème, c'est que quand on joue pas le jeu, et qu'on ait une petite application qui est sur l'App Store, eh bien hop là, on se fait virer de l'App Store. C'est le cas de l'application Hey. C'est ça, l'application Hey, qui est une application de gestion d'email, tout simplement, qui est éditée par Basecamp, une entreprise qui est justement spécialisée là-dedans. Et donc, elle propose pour son application d'email, qui est une sorte d'application mi-professionnelle, mi-grand public, un abonnement qui a quand même à $99, un abonnement annuel. Et cette application dit, nous, on n'a pas envie de passer par l'App Store, parce que j'ai pas envie de donner un tiers de mon chiffre d'affaires à Apple. On veut un abonnement à l'extérieur. Surtout qu'ils n'ont pas les épaules aussi costauds qu'un Netflix ou un Spotify. Exactement. Et Apple n'a pas voulu. Apple a d'abord envoyé un email d'avertissement à l'éditeur au début de semaine en disant on n'est pas d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut refaire l'application avec l'achat in-app à l'intérieur. Voilà, exactement. Ce qu'a refusé l'éditeur, son PDG est sorti dans la presse américaine, il est très grande gueule et voilà. Il a dit jamais je donnerai 30% à Apple. Exactement. Et résultat, Hey s'est fait bannir de l'App Store. Phil Schiller a dit en fin de semaine, donc un des vice-présidents d'Apple, il a dit non, c'est les guidelines, comme on dit, de notre App Store. C'est comme ça qu'on va faire les applications, et si vous s'y soumettez pas, eh bien vous n'avez pas droit d'être dans le magasin d'applications. Qu'est-ce qui va se passer ? Compliqué. C'est ça la question. Voilà, on va voir l'enquête européenne qui risque de remettre pas mal de choses en question, parce qu'on sait que Google a déjà eu des amendes sur ce genre de choses, donc ça va être intéressant. Alors, à noter que Apple prend en général sur des abonnements 30% la première année. Tout à fait. Et 15% à partir de la deuxième. 15% la deuxième année, et ça c'est assez récent. Oui, ça fait quelques années, c'était pas comme ça au début. Parce qu'au départ c'était 30% tout le temps. Et au bout d'un moment, pour les abonnements, Apple baisse un petit peu le pourcentage de sa dîme, en quelque sorte. On enchaîne avec Twitter, le réseau social, qui propose pour certains utilisateurs une nouvelle fonctionnalité. Ils sont en train de tester une nouvelle fonctionnalité. Oui, ça a été annoncé cette semaine, effectivement. Twitter qui est en train de déployer, alors c'est seulement sur iOS, malheureusement, les utilisateurs Android n'y auront pas droit pour l'instant, donc de déployer des tweets audio, en fait, tout simplement, de 140 secondes. Donc, si vous avez la chance d'avoir l'application sur iOS et d'avoir cette nouvelle fonction, vous allez voir quand vous lancez la rédaction d'un nouveau tweet, vous avez un nouveau petit bouton qui représente un petit spectre audio. Vous pouvez enregistrer votre message jusqu'à 140 secondes, l'agrémenter d'un petit texte. Donc, je parle un peu comme si je faisais une note WhatsApp. Quoi, exactement, tout à fait. C'est exactement, c'est un mini podcast. Finalement, et on peut l'agrémenter d'un petit texte également. Si on dépasse les 140 secondes, ça fait automatiquement un thread, c'est-à-dire avec les tweets qui se suivent. Ah, ça coupe pas le, coupe pas le fichier sonore. Ça le fait en plusieurs épisodes, on va dire.
dire. Pas mal. Voilà. Et donc, résultat, quand vous publiez ça, vous avez une sorte de petite carte avec votre icône de profil Twitter qui s'affiche, et puis n'importe qui peut écouter votre message audio. Donc, ça va créer certainement de nouveaux usages. Et puis, on a hâte que Donald Trump l'utilise, hein, parce que on connaît son amour pour Twitter. Il y en a beaucoup qui s'interrogent sur le fait que, voilà, quand il va l'utiliser, ça risque d'être un peu étrange. Mais alors, est-ce que c'est quelque chose qui va être développé on est certain que Twitter va le lancer pour tout le monde? Oui, alors ça, oui. C'est pas seulement un test. C'est un développement, on va dire, petit à petit. Voilà. Parce que c'est rigolo. Toi, tu l'as. Oui. Par exemple, tu as la fonctionnalité sur ton Twitter. Moi, je l'ai pas. Oui, et c'est souvent comme ça pour une nouvelle fonctionnalité. C'est ce qu'ils appellent le rolling out en anglais. Donc, ils commencent à le déployer petit à petit sur Mais tiens, moi, il me tarde de l'avoir parce que j'aimerais bien tester. Et je trouve que quand on fait nos métiers, dans les médias, ça pourrait être sympa, par exemple, de faire un petit tweet audio pour le sommaire de quoi je me mail. Exactement. Avant la diffusion de Tout à fait, l'émission, par exemple. ou Ça peut servir à faire ça. des micro-podcasts pour des Exactement. sujets liés à l'actualité. C'est Ouais, vrai tout à qu'avec fait. la voix, on peut dire beaucoup plus de choses finalement qu'avec l'écrit, et on sait que Voilà, il y a un Twitter, ton, il y a une intention qui est moins dans donc l'écrit. il me tarde de pouvoir tester tout ça. On va parler de Ligue 1. Il faut savoir que Free a acheté un petit pourcentage des droits de la Ligue 1. Oui. Alors évidemment, c'est pas des matchs en entier, mais ils ont des droits qui sont adaptés en fait pour les télécoms et notamment les téléphones. Oui, en fait, Free avait acheté ses droits en 2018 quand l'appel d'offres avait été lancé par la Ligue 1. Mediapro, donc le gros groupe catalan, avait remporté presque tout. Mais il y avait un petit lot qui était là pour, en gros, qui a coûté 50 millions d'euros à Free, donc ce qui n'est pas énorme par rapport aux milliards que ça a coûté à Mediapro, qui lui permet de diffuser en fait des clips de 30 secondes des buts de tous les matchs, des plus beaux arrêts des gardiens et des plus belles actions de chaque match. Et en 30 secondes, on a quand même une action sympa. Bien sûr, tout à fait. On voit pas mal de choses. Exactement. Et donc, en fait, Free, ça y est, se met en ordre de bataille pour exploiter ses droits. C'est-à-dire que, d'après les informations du journal L'Équipe, l'opérateur devrait lancer son application qui exploite justement cette possibilité dès cet été, avant la reprise du championnat. C'est une application qui permettrait d'avoir ces extraits-là, effectivement. Dès que le match, alors il faut attendre que le match soit terminé, alors non, ou est-ce que c'est un léger différé de moins d'une minute. Donc, c'est cool. Voilà, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire que si on n'est pas abonné à la future offre de Mediapro, avec cette offre-là, je verrai les actions, on va dire, importantes d'un match. Exactement. Et en plus, on peut avoir 60 clips différents dans une seule rencontre. Donc ça fait presque une demi-heure de match sur un match de 90 minutes. Ah ouais. C'est plutôt malin de la part de Free. Et bien sûr. C'est plutôt malin. Et ça peut être plusieurs morceaux de 30 secondes collés. Exactement, ouais, c'est ça. Donc ça peut être très intéressant. Free va lancer aussi des magazines en semaine pour justement occuper cette application en dehors des week-ends de match, avec certainement un prix très attractif et certainement l'inclusion de cette offre dans certains forfaits, forcément. Mais tout le monde pourra s'y abonner, hein, c'est-à-dire pas seulement les abonnés Free, sûr, oui, voilà. tous les utilisateurs. Exactement. Normal. Donc c'est très intéressant de la part de Free parce que c'est malin, ça lui coûte pas trop cher et en plus ça lui permettra de pas avoir à négocier des droits exorbitants pour diffuser la future chaîne de Mediapro par exemple. Donc par rapport aux autres opérateurs télécoms qui eux sont en pleine négociation avec cette future chaîne téléfoot. Donc. Oui, qui devrait arriver là. La reprise du championnat, fin août, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, tout à fait. On voit que Free donc s'intéresse aussi au contenu. Hein. Oui, c'est un peu c'est une première, gros serpent de mer des télécoms. Hein. Certains avancent, certains reculent dans ce domaine-là. Voilà, et donc Free, c'est une petite incursion dans le foot. On verra bien ce que ça va donner. On évoque maintenant les smartphones et les ventes de smartphones. Oui. Jean-Sébastien Zanqui, avec l'écosystème et tous ces grands constructeurs, ce classement qui bouge un peu. Oui, qui bouge un peu, qui bouge presque beaucoup même, parce que pour la première fois, Huawei a dépassé Samsung en termes de vente de smartphones, avec 19% de part de marché le mois d'avril contre 17% pour Samsung. Mais quelle claque pour Samsung. Alors oui, tout à fait. Mais quand même, il y a un loup, comme on dit. C'est-à-dire que ces chiffres-là ne concernent que le mois d'avril, qui, je vous rappelle, était quand même un petit peu confiné, oui, sauf c'est vrai. en Chine.
Et sauf en Chine. Voilà, ah oui, donc, parce que là, ce sont des chiffres mondiaux. Et oui, c'est des chiffres mondiaux. Donc, en fait, le souci, c'est qu'ils prennent en compte effectivement une situation très particulière où l'Europe, où Huawei cartonne quand même beaucoup, jusqu'à en tout cas l'affaire avec Google, et la Chine qui, elle, était déconfinée. Et bien donc, les Chinois ont recommencé à acheter des téléphones, sachant qu'en Chine, la part de marché de Samsung, c'est 1%. Donc, forcément, Samsung n'a pas pu écouler ses téléphones en Europe. En Europe, aux États-Unis, puisque les États-Unis aussi étaient confinés. Tout à fait. Et je disais l'Europe parce qu'effectivement, Huawei n'est pas aux États-Unis et ils sont en Europe. Et forcément, ça fait bouger un petit peu les lignes. Et on va voir justement si dans les mois prochains, Huawei va garder cette position ou va être, comme tout le monde le dit, impacté par cette affaire avec Google. Faut savoir qu'en France, Huawei, la part de marché n'a pas beaucoup baissé depuis l'année dernière. On est passé de 20% à 18%, ce qui n'est pas dingue, alors qu'on dit que les téléphones se vendent plus à cause de l'absence des services Google. Mais en fait, ce sont des anciens téléphones qui se vendent toujours. C'est ça, les téléphones, on va dire, en moyenne gamme, ou alors le P30 Pro, ou le P30 qui sont sortis l'année dernière. Voilà, et qui est sorti d'ailleurs en New Edition. Voilà, qui doit mettre un petit peu au goût du jour, avec un peu plus de mémoire, un peu plus de... Enfin, un design un peu différent. C'est ça, ça reste encore des bons téléphones, donc voilà, mais ça ne pourra pas durer. Puis d'après ce que j'ai compris, le Galaxy S20, c'est pas vendu autant que prévu. Oui, c'est-à-dire que c'est pas le succès escompté comme chaque année, et c'est un vrai problème pour Samsung, qui doit se dire mais comment arriver à redorer un peu le blason de Samsung, qui était quand même la locomotive de l'innovation. Clairement. Et franchement, Huawei leur fait du mal quand même. On enchaîne avec un robot maintenant. Alors, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans De quoi je me mêle et on en a parlé beaucoup. C'est ce fameux robot chien, le Spot de Boston Dynamics. Oui, ça fait, comme tu le dis, des années qu'on le voit dans des vidéos impressionnantes à chaque fois. Donc, il limite. C'est toujours fascinant d'ailleurs. Voilà, il limite une sorte de chien. Il y a une démarche qui est vraiment impressionnante. Et en fait, ce robot. Et puis, on lui donne des coups de pied. Il tient tout droit. Il tombe pas. Il tombe, il se remet debout. Voilà. Enfin, c'est incroyable. Il monte n'importe quoi. C'est vraiment impressionnant et ce robot maintenant ne va pas exister seulement dans les vidéos parce qu'on va pouvoir l'acheter. Boston Dynamics a lancé en fait une offre d'achat. Alors ils vendent ça sous un nom de kit de développement en fait. C'est plutôt dédié aux entreprises en fait et avec un prix qui est quand même à la hauteur de l'innovation, c'est-à-dire 74 500 $. Donc voilà, c'est le prix d'une belle voiture, d'une très belle voiture même. Donc c'est un concentré de technologie, clairement. Ce truc-là. Et alors c'est un robot qui va certainement être utilisé et trouver des domaines d'application dans tout ce qui est industriel. Bien sûr. C'est-à-dire. C'est pas toi et moi qui l'ont acheté ça. C'est vraiment on va pas s'amuser pour aller faire du skate avec lui comme on le voit dans certaines vidéos. Là franchement, en revanche, on aurait notre petit quart d'heure de succès. Tu te balades dans un parc avec Spot, là t'es le roi du monde. Ça c'est cool. C'est clair et net. Mais donc ça va être plutôt des usages industriels, aller inspecter par exemple des sites nucléaires, des sites électriques, des chantiers d'enjeux par exemple. Il y a tout un tas de scanners sur ce robot qui permettent de connaître une situation sur laquelle on ne peut pas par exemple envoyer des humains. Donc ça commence à être l'arrivée de ce robot impressionnant dans la société civile, on va dire. Voilà, donc c'est un premier pas, un investissement assez grand, mais en tout cas ça peut être très utile. Ça peut être même un chien de berger, j'ai vu ça en Nouvelle-Zélande. C'est vrai ? Pas vu ça. Le Spot, en fait, s'est substitué à un chien de berger et arrivé à gérer les flux de moutons. C'est un truc de dingue. Ah oui, j'avais pas vu cette vidéo, c'est incroyable. On évoque maintenant Orange. Vous savez qu'il y a un vrai sujet en ce moment, c'est la 5G. La 5G qui a été... qui a subi un coup d'arrêt à cause évidemment de l'épidémie de Covid. Et il y a plusieurs postures de la part des opérateurs. Il y en a qui disent, attendez, est-ce qu'il vaut mieux pas continuer, terminer le développement de la 4G et après lancer la 5G, on n'est plus à quelques mois près. Et puis d'autres qui n'ont pas cette posture-là, c'est le cas d'Orange, visiblement. Tout à fait. Qu'est-ce que dit Orange sur le développement de la 5G ? Orange, donc c'est une interview de Stéphane Richard cette semaine dans Les Échos. Je cite, « Nous serons parmi les premiers dans la 5G car nous y croyons, contrairement à d'autres, manifestement. » On a bien senti la petite pique. Et le petit tacle. Voilà, notamment contre Martin Bouygues, qui effectivement, il y a quelques semaines, avait signé une tribune en
en disant la 5G, c'est voilà, comme tu dis, on n'est peut-être pas forcément très pressé. Et Martin Bouygues ne voit pas la 5G dans les smartphones utile en tout cas avant 2023. Donc on voit que ça repousse très loin ce déploiement. Ce qui est un peu aussi le cas d'SFR. Hein. Tout à fait. Qui dit, SFR aussi. Et d'ailleurs, Grégory Rabuel était mon invité il y a quelques semaines de cela, qui disait il faut avancer sur la 5G, mais peut-être avant terminer le déploiement de la 4G. Tout à fait. Donc on voit qu'il y a les avis sont divergents concernant et puis finalement, en plus, Orange, quand on regarde les propos de Stéphane Richard, il réaffirme cette volonté de déployer la 5G, mais quand même, il demande à l'ARCEP de ralentir peut-être un petit peu les exigences en matière de déploiement. Ah, d'accord. Voilà. On développe, mais quoi. Il veut être au rendez-vous du lancement avant la fin de l'année. Alors que les autres opérateurs disent on peut le repousser, mais le déploiement pourrait prendre un peu plus de temps, on n'a pas besoin d'investir autant tout de suite dans la 5G. Donc on voit quand même que malgré son intention, il se raccorde un petit peu aux autres avis des autres opérateurs, quoi. C'est étonnant, hein. Oui. C'est étonnant. Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord proposer une 4G globalisée pour tout le monde sur le territoire français avant de lancer une nouvelle technologie ? Ça semble certainement plus utile parce que c'est vrai que c'est logique aussi. Au quotidien, en utilisation, la 5G sur nos téléphones ne va pas changer complètement la donne. Concentrant tous les investissements sur le déploiement de la 4G pour tout le monde, parce qu'on le sait, et toi tu es dans le sud, et moi il m'arrive souvent d'y aller, il y a des endroits où on a un réseau qui est dégueulasse. Bien sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement essayer de combler ces trous en 4G avant d'évoquer une nouvelle couche d'un nouveau réseau qui est la 5G ? C'est ça, la 5G en plus elle sera très utile aux industriels, aux applications professionnelles, mais finalement en matière de débit, la 4G elle est très suffisante pour les usages qu'on a actuellement, et ça serait bien que tout le monde en profite d'ailleurs avant, plutôt que de déployer la 5G comme tu dis. On verra bien. Et on termine avec Zoom. Vous le savez, Zoom qui a connu son heure de gloire pendant le confinement. Tout le monde a utilisé Zoom au moins une fois. Voilà, c'est ça. Le service de visio. Très sympa d'ailleurs, Zoom. On a fait plein d'émissions sur Zoom TV avec Zoom. C'est vraiment très cool. Alors Zoom qui surfe évidemment sur ce succès. Est-ce que ça va durer ? Ça, c'est la question. Alors voilà, ça va peut-être, puisqu'on sait que le télétravail, quand même, ça continue. Ça peut se généraliser. Certaines entreprises. Alors ils ont pas mal de concurrents. Ils ont Teams, ils ont Google Meet, il y a Skype aussi. Clairement, il y a beaucoup de concurrence. Mais c'est vrai que c'est l'acteur, le petit acteur entre guillemets, qui a complètement tiré émergé. son épingle du jeu. Tout à fait. Et effectivement, il y a eu quelques petits problèmes de sécurité au début, vous vous souvenez, que Zoom a réglé assez rapidement. Les problèmes de sécurité au début, je ne sais pas si tu te souviens, c'était quand même assez impressionnant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu avais une adresse d'une réunion Zoom, il suffisait que quelqu'un en fait publie cette adresse sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social, tu cliquais dessus et t'arrivais dans la réunion. Exactement, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu des histoires incroyables de personnes qui espionnaient des réunions. Il y a eu, je crois, des histoires à la Commission européenne, même de réunions. Où il y en a qui faisaient des blagues, qui faisaient des blagues, qui partaient après, enfin des trucs. Donc c'était des problèmes quand même. C'est comme si on était là en réunion et que la porte était ouverte, tout le monde pouvait rentrer, repartir. Donc ça a été une mauvaise pub quand même pour Zoom. Tout à fait, mais Zoom a été plutôt réactif là-dessus, à corriger les choses assez facilement. Et cette semaine, la société a annoncé qu'elle allait chiffrer de bout en bout toutes les conversations à partir du mois de juillet, qu'il s'agisse des comptes gratuits ou des comptes payants. Ce qui est vraiment un progrès par rapport à la première annonce qu'a fait Zoom, parce que Zoom ne voulait proposer cette fonctionnalité que pour les comptes payants. Mais la fondation Mozilla, vous connaissez, qui édite le navigateur Firefox, elle a trouvé ça pas terrible. Elle a publié en fait une lettre ouverte avec une pétition qui exhortait donc Zoom à ne pas réserver ça aux plus riches, disait-elle, parce que pour la fondation Mozilla, tous les citoyens devaient en profiter. Alors notamment les journalistes, les dissidents politiques, les activistes, pour protéger leur activité en fait. Et finalement, Zoom a pris ça en compte et s'est dit ok, on va le proposer sur les comptes et gratuits et payants. En revanche, quand il faudra activer la fonction, ça sera disponible au mois de juillet, il faudra quand même donner des informations supplémentaires garantissant un petit peu son identité, comme son numéro de téléphone mobile, parce qu'effectivement Zoom a un peu peur de ce qui va se faire sur ces conversations, de ce qui va s'échanger. Justement, si elles sont cryptées, on peut avoir des conversations, on va dire, malsaines. Tout à fait, illégales. Voilà. Donc il faut
malgré tout, qu'on puisse tracer Exactement. Quels sont les utilisateurs qui utilisent les comptes et ces conversations-là. Zoom qui a, je crois, débauché l'un des patrons de la sécurité de Facebook il y a quelques temps de cela, justement pour peut-être se remettre à niveau. Voilà. Eh bien, c'était l'actu de la semaine. Merci beaucoup Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à 01net.com. Jean-Sébastien que vous pouvez lire au quotidien sur le site 01net. Et on se retrouve la semaine prochaine, Jean-Sébastien, avec plaisir. Ce de quoi je me mail n'est pas terminé. Vous restez là. Dans un instant, on poursuit et on va s'intéresser à la simulation. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse, mais c'est qu'il y a de plus en plus de simulateurs de vol, par exemple des A320 ou des avions de chasse ou même des hélicoptères. Il faut savoir les piloter. Alors voilà, il faut savoir les piloter, mais tu verras, notre invité va tout nous expliquer. Tu es obligé d'avoir un instructeur à côté de toi qui t'explique comment ça vaut mieux, fonctionne. Je pense évidemment. J'arrive même pas à décoller. Ça risque d'être un peu long. Même allumer l'avion. Et Thomas Garcer nous rejoint dans un instant. C'est le fondateur d'Aviasim, une société qui propose justement de la simulation un peu partout comme ça en France, dans des lieux. On découvre ça tout de suite. À tout de suite donc sur RMC et sur 01 TV. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.